Il est avec exactitude 13 heures dans nos studios. C'est l'heure de suivre les informations. Et N'Djamena qui est donc sous un ciel bien dégagé avec 32 degrés Celsius. Mesdames, Messieurs, chers auditrices et auditeurs de la radio de l'Electron Groupe de Médias, bienvenue à tous. Politique à l'entame de cette édition d'information, il vous souviendra que le Sénat a donc adopté la loi portant dissolution de la STE, entendez, Société tchadienne d'électricité, d'eau et d'électricité, le 8 juillet dernier au Palais des Arts et de la Culture. Lors de l'adoption du dit projet, le ministre d'eau et de l'énergie, Passalé Kanabé Marcelin, a donc déclaré qu'en un an, l'offre d'électricité a donc doublé. Toutefois, il indique que des efforts sont en train d'être fournis par le gouvernement pour résoudre complètement la crise énergétique au Tchad. Retour sur son message sélectionné et proposé par Mistangar Victor. L'électricité, il y a un an, tout le Tchad avait 50 mégas. 50 mégas sur toute l'étendue du territoire. Aujourd'hui, nous sommes à 160 mégas. On ne peut pas ressentir ça, mais je pense que par rapport à l'année passée, nous pouvons constater des légères améliorations. Des légères améliorations. Il est arrivé des moments où dans certains quartiers, on n'avait pas l'électricité 1 mois, 2 mois. 1 mois, 2 mois. Aujourd'hui, je pense quand même qu'une semaine, 2 semaines, au plus, il y a même des zones où 1 jour, 2 jours, c'est des efforts qui sont en train d'être faits. On ne s'essied pas dans ça. Ça ne doit pas être ça. Mais nous avons un plan global, national de développement de l'électricité. Aujourd'hui, vous avez suivi, le président est descendu à Denali pour faire un constat. Un projet de depuis 2020, les gens ont abandonné. Hier, j'étais là-bas. C'est maintenant que le projet prend forme. Nous aurons 30 mégas en HFO thermique qui va accompagner la ville d'N'Djamena. Les Émiratis sont en train de nous construire une centrale solaire de 50 mégas. D'ici fin août, on aura les 50 mégas qui vont être injectés sur le réseau d'N'Djamena. Et donc, on vient d'inaugurer Anda, autour de 24 mégas. Ça, je vous parle de projets réels que nous sommes en train de suivre de près avec les informations techniques que nous avons chaque jour. Nous sommes obligés, le ministre est obligé de descendre sur le terrain pour comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas. En moins d'1 an, nous avons pu construire une quinzaine de centrales en dehors de N'Djamena. Pas très bien planifié, certes, nous sommes en train de travailler pour améliorer ça. Puis en éducation, les résultats définitifs de la première série des épreuves, aussi de première et deuxième épreuve écrite du baccalauréat, session de juin 2025, sont donc connus déjà. Il y a donc plus de 72 heures. Il ressort de ce fait des statistiques que les séries scientifiques tiennent la queue du peloton, ce qui inquiète donc plus d'un Tchadien et nécessite une réflexion sérieuse et approfondie au niveau du système éducatif tchadien. Bainadi Nicolas nous en parle. Les résultats définitifs du baccalauréat du second degré rendus publics hier ont montré que les séries scientifiques ont encore dégringolé et inquiètent plus d'un pédagogue. Depuis quelques années, on observe que le taux de réussite dans les séries scientifiques ne fait que régresser. Cette situation mérite que l'on s'y attarde un temps soit peu pour interpeller les acteurs impliqués dans le système éducatif tchadien. Il faut former des scientifiques pour garantir l'avenir du pays. Il est impératif que les responsables de l'éducation nationale à divers niveaux se réveillent de leur sommet pour inverser la tendance. Sinon, le système éducatif tchadien va à volo et demain serait trop tard. Il n'y a pas longtemps, on a créé à la peine des lycées scientifiques sans mêler une étude de faisabilité au préalable. À l'époque, c'est un projet financé par les partenaires au développement. C'est ainsi que les gens se sont précipités à l'accoutumée pour mettre la charrue avant les bœufs pour empocher, sinon se partager la canotte des partenaires que le pays remboursera tôt ou tard. Ils ont scindé des lycées sans mesurer les conséquences alors que l'idée était venue en son temps
temps du défunt maréchal Idriss Déby Itno, qui avait effectué une visite inopinée au secrétariat du baccalauréat et s'est rendu compte que la série A4 dominait et avait exprimé le souhait de voir les responsables du ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique réfléchir et trouver une solution idoine pour permettre au pays d'avoir des scientifiques. Les responsables auraient dû analyser cette réflexion du chef de l'État et chercher des pistes de solutions, mais ce n'est pas le cas. C'est ainsi qu'ils ont lamentablement échoué dans cette confusion entre vitesse et précipitation. Il faut mettre cet échec cuisant sur le compte de l'insuffisance des enseignants dans les disciplines scientifiques. Il manque d'aujourd'hui cruellement des enseignants de mathématiques, de physique et chimie et de sciences de la vie et de la terre. La non-intégration des professionnels de l'éducation est également à l'origine du manque d'engouement des jeunes pour les séries scientifiques. Si aujourd'hui un pays comme l'Iran bombe le torse face aux puissances de feu des Occidentaux, c'est parce qu'il a passé le clair de son temps à former rien que des scientifiques. Ces scientifiques ont doté ce pays des armes nucléaires, ce qui fait des jaloux en Occident et on en veut à ce pays. Il faut que les premiers responsables du ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique prennent le problème à bras le corps en changeant de paradigme et en créant des conditions pour résoudre cette question car il y va de l'avenir du pays. Pendant que Mbaye Nicolas s'inquiète des résultats catastrophiques, des séries scientifiques, une autre équipe s'interroge également sur le manque ou sinon l'accès des filles à l'éducation et à l'emploi, qui est une problématique mondiale persistante qui entrave non seulement l'épanouissement individuel des millions de femmes, mais freine également le développement socio-économique des nations. Ce phénomène complexe s'est donc enraciné dans une multitude de facteurs indépendants allant des normes sociales et culturelles discriminatoires aux inégalités économiques et structurelles. Lénébi Grayo Félicité nous en parle. De nombreuses barrières entravent l'accès des filles à l'éducation, particulièrement dans les pays en voie de développement. Les familles les plus démunies sont souvent contraintes de choisir entre l'éducation d'un garçon et celle d'une fille, privilégiant souvent le garçon pour des raisons économiques ou culturelles. Les filles peuvent également être retirées de l'école pour aider aux tâches ménagères, s'occuper de leurs frères et sœurs ou contribuer aux revenus familiaux. Dans certaines sociétés, les filles sont perçues comme ayant un rôle principal au foyer, ce qui dévalorise leur éducation formelle. Les mariages précoces et les grossesses adolescentes sont également des facteurs majeurs de déscolarisation. L'absence d'école à proximité, le manque de toilettes séparées pour les filles ou l'insécurité sur le chemin de l'école peuvent dissuader les parents d'envoyer leurs filles à l'école. La violence, le harcèlement et les abus dans les établissements scolaires ou sur le chemin de l'école constituent une menace réelle pour la sécurité des filles et leur persévérance scolaire. Le manque d'éducation a des répercussions directes et profondes sur les opportunités d'emploi des femmes sans éducation. Les filles ou les femmes sont souvent cantonnées à des emplois précaires, peu rémunérés et souvent informels, sans protection sociale ni perspective d'évolution. Le faible niveau d'éducation empêche les femmes d'accéder à des postes à responsabilité et de participer pleinement au processus de décision, tant dans le secteur public que privé. Même au niveau d'éducation et d'expérience, les femmes sont souvent confrontées à des écarts salariaux significatifs par rapport aux hommes. Investir dans l'éducation et l'emploi des femmes n'est pas seulement une question de justice sociale, c'est également un levier essentiel pour le développement durable. Les sociétés qui autonomisent leurs femmes par l'éducation et l'emploi bénéficient d'une meilleure santé maternelle et infantile, d'une réduction de la pauvreté, d'une croissance économique accrue et d'une participation civique renforcée. Cela inclut la gratuité de l'éducation, des bourses pour les filles, des infrastructures scolaires adaptées et des programmes de sensibilisation sur l'importance de l'éducation des filles. Il est crucial de déconstruire les normes sociales et culturelles qui limitent le rôle des femmes et de promouvoir une image égalitaire de genre dès le plus jeune âge. En société, dans la société tchadienne, la cellule familiale, à l'instar de nombreuses communautés africaines, demeure un pilier essentiel dans la transmission des valeurs et de l'éducation. Pourtant, sous cette apparente harmonie se dissimule une réalité plus complexe, qui est donc la répartition inégale des chances entre les enfants selon leur sexe. Malgré les avancées sociales et les textes internationaux en vigueur, des discriminations persistent encore
dans certaines familles aujourd'hui. Pour quelles raisons? La réponse dans ce commentaire signé Ferida Ketem. Dans l'imaginaire collectif, l'enfant est perçu comme une bénédiction, garant de la postérité et de la pérennité de la famille. Très tôt, les jeunes sont initiés aux responsabilités domestiques, aux travaux agricoles et à la vie communautaire, dans le but de les préparer à affronter les défis de la vie adulte. Cependant, cette éducation, pourtant légitime en apparence, prend souvent une tournure inégalitaire. Les garçons sont systématiquement valorisés et préparés à devenir les héritiers et les chefs des familles de demain, tandis que les filles sont reléguées à des rôles subalternes, cartonnées à la cuisine ou au champ, au nom d'une tradition ténance. Cette différenciation, largement intériorisée, freine leur accès à l'éducation, à la formation et à l'épanouissement personnel. Pourtant, les instruments juridiques internationaux, tels que la Convention relative aux droits de l'enfant des Nations Unies, affirment avec force le principe d'égalité entre tous les enfants, sans distinction de sexe. Jasrabe John Kubu Alexis, spécialiste de la protection de l'enfance, rappelle les obligations légales des États et des familles en matière de traitement équitable des enfants. La majeure partie de la Convention accorde de l'importance aux droits des enfants. Est-ce que vous voyez? Et dans cette Convention-là même, il y a des principes qu'on est tenu à respecter. Le principe de la participation, le principe de non-discrimination. En soi, lorsqu'un enfant est discriminé, lorsqu'un enfant est défavorisé, ça veut dire que c'est son droit-là qui est en train d'être bafoué. Il souligne par ailleurs que si l'initiation des enfants aux tâches domestiques peuvent avoir un rôle éducatif, elle doit néanmoins se faire dans le respect de leur âge et de leur développement. Une inégalité prolongée, explique-t-il, n'est jamais sans conséquence ni pour l'enfant discriminé, ni pour la cohésion familiale dans son ensemble. Cette manière de faire-là crée même de division au sein d'une fratrie. Parce que la femme, la fille, au lieu qu'elle s'épanouisse, au lieu qu'elle se développe tant mentalement, physiquement et spirituellement, elle regarde cette discrimination et de fois ça peut apporter des perturbations dans son cycle de développement. Et qui va payer les pots partir demain? C'est le parent. La famille tchadienne, en tant que premier lieu d'apprentissage et de socialisation, détient une responsabilité cruciale dans la construction d'une société plus équitable. Accorder les mêmes chances à tous les enfants, sans distinction de sexe, revient non seulement à respecter leurs droits fondamentaux, mais aussi à leur permettre de développer pleinement leur potentiel. Il est temps que les mentalités évoluent au sein des foyers afin que chaque enfant, fille ou garçon, puisse espérer un avenir à la hauteur de ses rêves. Ferida, à l'instant, merci. Autre fait de société, l'on constate que sur les diplômes tels que les attestations de fin de formation ou les attestations de travail figure donc la mention jugée digne. Cependant, force est de constater que les détenteurs de ces diplômes ne répondent toujours pas à cette évaluation et le sujet a donc inspiré Moléan Launay, Evelyne qui nous en parle. On lit souvent sur les diplômes délivrés par des établissements d'enseignement supérieur et professionnel que l'impétrant a été jugé digne d'obtenir le diplôme. Mais que constate-t-on sur le terrain? Le détenteur du diplôme est souvent incapable de prouver qu'il a dignement obtenu ces derniers. Parfois, il expose au grand jour ses défauts et ses incompétences. Certains sont même incapables de construire une phrase en français. Pire encore, ceux qui enseignent à nos enfants affichent leur incapacité à transmettre le savoir-faire et le savoir-être. Le constat est réel, mais cela n'interpelle personne. Dans certaines institutions, la théorie prend le pas sur la pratique. Certains apprenants mémorisent plutôt les informations pour les examens, mais ne développent pas la capacité nécessaire pour appliquer ces connaissances dans la pratique. Dans certains cas, il y a des apprenants qui trichent ou encore ceux qui achètent des diplômes pour se faire une place quelque part. La question qui reste souvent dans les esprits est-ce que la pression parentale qui pousse ces derniers à choisir des filières qui dépassent leurs capacités intellectuelles? Ou est-ce par civisme? Nos jeunes frères, titulaires de diplômes tels que le baccalauréat, la licence ou les attestations de fin de formation, ne semblent pas valoriser la légitimité de leurs qualifications. Obtenir un diplôme ou une attestation est une bonne chose, mais sa valorisation en est une autre. La meilleure approche serait de faire un choix éclairé dans un domaine sans contrainte.
Toujours en société, puisqu'on en parle, autrefois, symbole de féminité discrète, les perles à la hanche étaient donc portées par nos mamans avec pudeur et dignité. Ces accessoires, souvent faits de matières naturelles et ou précieuses, avaient une signification profonde. De nos jours, les filles portent ces perles comme un simple accessoire et l'exposent à qui veut nourrir ses yeux et donc perdant ici sa valeur. Koini Tondiak Jeannette fait le point. Dans plusieurs cultures africaines, la perle de hanche symbolisait la féminité, la fertilité, la sensualité maîtrisée et parfois même le statut matrimonial. Ces perles étaient des trésors intimes portés à l'abri des regards, révélés seulement dans l'intimité ou lors des rites culturels bien précis. Mais aujourd'hui, cette pratique semble avoir perdu toute sa charge symbolique pour se transformer en une simple tendance esthétique. Les jeunes filles les exhibent fièrement, parfois même dans des tenues volontaires provocantes, comme si montrer ces perles équivalait à afficher une certaine forme de liberté ou de sexualité assumée. On est alors en droit de se demander, sommes-nous encore dans la continuité d'un héritage culturel ou bien dans une forme de dépravation des mœurs sous le couvert de modernité, là où nos mères associaient ces ornements à la pudeur, à la préparation au mariage et à l'éducation sexuelle encadrée, certaines jeunes filles d'aujourd'hui les portent comme un accessoire de séduction en pleine rue ou sur les réseaux sociaux, souvent déconnectés du sens initial. Il ne s'agit pas ici de juger l'esthétique ou la liberté d'expression, mais de rappeler que toute tradition a un fondement, une valeur, une histoire. La banalisation ou la déformation de ces symboles sous l'influence des modes actuels pose la question de notre rapport à notre héritage culturel. Le célébrons-nous ou le travestissons-nous? Ensemble, les perles à la hanche ne sont pas le problème, c'est plutôt l'intention qui les accompagne et le contexte dans lequel elles sont portées qui interpelle. Il serait peut-être temps de renouer avec la sagesse de nos mères qui savaient que la beauté se portait avec décence et que tout ce qui est précieux ne se dévoile pas à tous. Dernier chapitre du journal de ce midi. Après plus de 4 mois de détention, le journaliste Monodimba Ndigem Olivier, directeur de publication du journal Le Pays et collaborateur de la radio FM Liberté, a retrouvé son domicile dans la soirée du 8 juillet dernier. Un retour qui intervient à la suite du verdict de la Cour spéciale, le déclarant non coupable des faits qui lui étaient reprochés. On en sait plus avec Alphonsine Madile. C'est au quartier Ambata, dans le 7e arrondissement de N'Djamena, que le journaliste Monodimba Ndigem Olivier a été chaleureusement accueilli par les siens. 4 mois d'absence, 4 mois d'incertitude et de lutte morale, balayés par étreinte des proches et de la solidarité des confrères venus nombreux pour saluer son retour. Visiblement en bonne santé et arborant d'un sourire serein, Monodi a livré un message de détermination en ces termes. Le journalisme est un engagement, une lumière apportée avec responsabilité, transparence et objectivité. C'est cela qui, aujourd'hui, me vaut cette liberté. Pour ses confrères de la radio FM Liberté, la satisfaction est grande, mais leur souhait est clair, que cette affaire soit définitivement classée sans suite dans le respect du verdict rendu par la justice. Je ne peux pas être totalement satisfait, mais parce que la justice a dit, bon, ils sont déclarés non coupables, mais il y a le doute. Donc nous, on voudrait que le dossier soit classé sans suite. Sans suite, donc ça fait notre fierté. L'accueil a pris des allures de fête, chants, danses et prières ont rythmé cette soirée de retrouvailles dans un élan collectif de reconnaissance envers Dieu. La famille, encore marquée par les épreuves, exprime une gratitude palpable entre larmes et l'étreinte. L'émotion est d'autant plus forte que cette incarcération a plongé le foyer dans une détresse morale et sociale. Dès le début, tout le monde sait que c'était une arrestation arbitraire et nous voilà aujourd'hui la victoire. Donc on dit merci à tout le monde. Là, ça a rendu que la justice a vraiment été faite. Nous remercions tous les avocats et tous les journalistes qui nous ont pas laissé de tous côtés. Nous remercions aussi les parents. Le sentiment, c'est d'abord sa liberté retrouvée. Chose difficile à gérer quand on est entre les 4 murs. Il a retrouvé sa liberté. C'est déjà une grande satisfaction pour la famille. Nous sommes venus ce matin, c'est pour témoigner cette reconnaissance à Dieu
parce que sans son intervention, on n'en arriverait pas à ce résultat. Pour mémoire, Monodi Mbangim Olivier a été accusé d'intelligence avec les puissances étrangères. Après 3 audiences devant la Cour spéciale, il a été reconnu non coupable, au même titre que ses co-accusés. Désormais également libre pour la presse tchadienne, ce retour est non seulement un symbole, mais aussi un engagement à poursuivre le combat pour la liberté d'informer. Dans les confins, ou plutôt frontières de la province du Guéra, précisément dans la localité de Golonti, se dresse un établissement de santé qui incarne l'espoir. Il s'agit donc du centre de santé de Golonti, inauguré en 2015 pour répondre aux besoins sanitaires d'une population de 5 364 âmes. Ce centre s'affirme aujourd'hui comme un pilier fondamental de la santé communautaire grâce à l'appui indéfectible de l'UNICEF sous le financement du gouvernement allemand. Mistanga Victor, René Pidimba et Diana de retour de cette localité et ils nous font le point. Lieu de recours quotidien pour des centaines de patients, le centre de santé de Golonti assure une prise en charge de proximité en offrant un éventail de soins de base. Il s'articule autour de plusieurs services clés: vaccination, consultation prénatale, accouchement, planification familiale, petite chirurgie et analyse biologique. Malgré un personnel réduit, comme c'est souvent le cas dans les structures de premier niveau, les agents de santé déployés font preuve d'un engagement remarquable. L'intervention de l'UNICEF sur le fonds allemand a permis une amélioration significative de la qualité des soins, contribuant ainsi à inverser des indicateurs sanitaires jadis préoccupants. Les données ne sont pas bien, mais avec l'intervention de l'UNICEF, l'augmentation de la CPN a augmenté de 50 à 99%. Et les taux d'accouchement avant c'est 20, maintenant c'est 70%. Les taux de vaccination de 85 à 100%. L'AME, c'est-à-dire l'allaitement maternel exclusif, en zone A, c'est 85%. Et les taux de malnutrition a chuté. Par ailleurs, une équipe médicale en provenance de Mongo assure régulièrement 2 fois par mois des consultations prénatales, renforçant ainsi l'offre de soins au bénéfice des femmes enceintes de la région. Bien que confronté à certaines contraintes, le personnel de santé de Golonti demeure un acteur incontournable dans la prise en charge des besoins sanitaires de la communauté. Dans le cadre de la CPN, non, il n'y a pas un appui. Sinon, c'est les AC qui sont là ici. Les agents de santé communautaire, vous avez vu ces gens-là, c'est eux qui mobilisent les gens avec la sensibilisation. Nous, on les informe 2 jours à l'avance pour dire qu'on va venir faire maintenant la stratégie avancée et ils font la sensibilisation. Et ils prennent quand même en charge les 3 maladies tueuses de l'enfant. La diarrhée simple, la pneumonie simple, le paludisme simple, et ils prennent en charge. Et les cas graves, ils nous réfèrent au niveau des centres de santé là-bas. Et dès qu'il y a un problème, ils nous appellent aussi. Ils signalent. Avant tous ces gens-là, ils les réfèrent au niveau de l'hôpital. Et il y a beaucoup de cas de décès. Pour accéder maintenant à l'hôpital même, c'est un tas de problèmes. Et quand tu arrives là-bas, il faut faire les examens. Après, tu n'as pas les moyens de payer les médicaments. Et ici, ils ont les médicaments à leur main. Ils traitent les maladies simples. Donc, ils nous épargnent quand même de quelque chose. Pour que le centre de santé de Golonti poursuive sa noble mission et élargisse son impact sur les populations environnantes, un renforcement en matériel logistique et humain s'avère indispensable. Ce centre, véritable cheville ouvrière de la santé locale, mérite une attention soutenue pour continuer à sauver des vies et s'aimer l'espoir dans cette région enclavée. Et c'est tout pour le 13h de ce 10 juillet 2025. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi.